Hello, hello. On arrive aujourd'hui au studio Question de son avec Jordan qui va nous accueillir, qui est le grand maître des lieux de ce studio. Coucou Jordan, Bonjour, comment ça va? bienvenue à Question de son. Merci. Donc on est en plein cœur de Paris, c'est ça? On est en plein cœur du 10e arrondissement, dans le quartier qu'on peut appeler un peu Studio City, parce qu'on n'est pas les seuls, il y a pas mal de, il y a pas mal de studios dans le coin, et aussi salle de concert, salle de répète, voilà. Ok, c'est cool. Bon, du coup, tu nous fais visiter un peu les lieux. Et bah c'est parti. Vélos, c'est ça? On a un beau rack à vélo, parce qu'on a quelques fans de vélo ici, donc on est content de pouvoir les accueillir. Et puis après c'est parti, la caverne d'Ali Baba, on en a partout. On arrive dans l'espace commun, qui est un salon, mais qui est aussi le seul espace détente et repas de tout le studio. Mais tu vois qu'il y a à la fois un espace repas, mais aussi un espace de stockage, parce que derrière on a aussi les amplis, des congas, un piano droit, le CP70. Voilà. CP70, très sympa. Fait partie des claviers majeurs voilà, que nous on trouvait important d'avoir par rapport au style de musique qu'on fait. On fait quand même beaucoup de musique acoustique. Et c'est vrai que ça paraît peut-être être un clavier pas si commun, et pourtant il est assez important. On le retrouve souvent, même dans les émulations de piano électrique, parce qu'en fait finalement Rhodes, Verly, CP70, ça fait partie finalement des pianos qu'on a envie d'avoir pour faire du studio, pour faire de la prod. Et à ça, on complète par un peu les classiques, c'est-à-dire clavinette, Farfisa. D'accord. Et à chaque fois, tu les déplaces, du coup. Oui, exactement. C'est pas trop chiant à déplacer? Non, il faut quand même être deux gars un peu musclés. Non, pas forcément musclés, mais en forme, et pas avoir de problème de dos, ça que je voulais dire. Faut pas avoir de problème de dos à la base, quoi. Mais non, ça se déplace, et surtout que ça se démonte, un CP70, ça se divise en deux parties, ça permet de le faire, voilà. Mais oui, clairement, il faut être en forme quand même. Donc voilà pour notre petit salon, qui est quand même cosy. Et c'est parti, je vais te présenter le Studio A. Ok. Je pense qu'on va commencer par le plateau pour finir par la régie. D'accord, ok. Je te suis. Là c'est le plateau qui est un petit peu... C'est magnifique. Merci beaucoup. Évidemment, on l'a un petit peu aménagé pour vous l'illustrer un peu plus, parce que c'est vrai que les configs, elles changent tout le temps. On va passer autant d'un plateau où on va faire, je sais pas, des cordes. Donc ça veut dire que là, d'un coup, on va vider au maximum et installer les chaises en arc de cercle avec un petit arbre d'écart. Et on va vite avoir entre 8 et 12 personnes entre le chef d'orchestre, les musiciens. On va passer aussi sur un basse batterie guitare clavier avec, pourquoi pas, la batterie dans la stone room pour pouvoir l'isoler. Clavier, guitare, isoler, pourquoi pas, un chanteur, une contrebasse, un ampli dans la partie du fond. Parce que tu as vraiment des pièces dans la pièce, quoi, finalement. Ouais, c'était important pour nous, tu vois, même avec le temps, je regrette un tout petit peu, j'aurais aimé avoir un petit isolation en plus, parce qu'en config live, ce qui est quand même un des trucs que les gens viennent chercher ici, j'aurais bien aimé, mais on se débrouille toujours. On a une petite cabine d'enregistrement qui est reliée au studio B, qui est aussi reliée à ici. L'ensemble des studios est interconnecté en audio, vidéo et autres formats, ce qui nous permet de faire ça. Et c'est vrai que finalement, pour un ampli basse, où tu n'as pas tout le temps besoin de refaire ton son, on peut se permettre de le déporter en bas. Et la pièce, elle n'est pas immense, mais en fait, il s'avère, le hasard fait que ça sonne monstrueux pour les contrebasses. On va aller voir. Parce qu'à la base, on l'a fait mat en se disant qu'une petite pièce valait mieux qu'elle soit mat plutôt que d'avoir des problèmes. Et en fait, on a un bass trap résonnant. Je ne sais pas si c'est ça. Le fait qu'il soit mobile fait que, voilà, et surtout un peu de chance. C'est marrant parce que toi, moi, je me serais dit, une contrebasse dans une petite pièce, oh là là, attention, les problèmes. Ouais. Mais non, en fait, quand c'est bass trap, ça marche très finalement, bien. En fait, je pense qu'il n'y a pas de modes qui sont gênants là dans cette pièce-là, et ça passe. Et en fait, encore une fois, tu mets aussi le musicien un peu de travers, donc peut-être aussi c'est ça qui fait que, tu vois, le musicien, il va jouer comme ça pour pouvoir voir le batteur à travers les meurtrières là. Et peut-être c'est ça aussi qui fait le truc. Je sais pas, il y a peut-être un peu de ça. Donc là, on a mis le piano, parce que dans certaines configs, c'est plutôt le piano qu'on va mettre là, ou un guitariste acoustique, ou voilà. Et ouais, c'est vrai qu'on a de la chance, le son est super dans cette petite pièce, malgré la petitesse. Bon, après, c'est jamais très content d'être enfermé là pendant 8 heures, pendant une semaine. Hein, mais c'est sûr. Mais les musiciens qui ont ces rôles-là, ils ont l'habitude en général. Donc voilà. Ça a l'air de rien, mais en fait, on a pas mal d'assises, je dis assises parce que c'est pas forcément des canapés, on a des petits fauteuils et tout, qu'on bouge beaucoup dans le studio, parce qu'en fait, pouvoir se poser, pouvoir chiller dans un studio, c'est hyper important. En fait, on oublie que c'est d'abord un endroit où on cherche de la vibe, de l'inspiration, qu'on a envie de se poser, qu'on n'est pas là pour pointer, voilà, on vient pas bosser ici à la mine. Donc en fait, les gens qui viennent, ils ont besoin de se sentir à l'aise, et c'est vrai que de créer une atmosphère de travail, c'est hyper important. C'est hyper important de se sentir à l'aise. Il faut aussi
se rappeler que cet endroit était une usine de textile, il n'y avait rien, c'était moche, hein, c'était amianté, enfin c'était l'enfer quoi. Donc il a fallu aussi que nous on crée quelque chose, il a fallu créer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire à ce lieu. Donc on a créé l'histoire en essayant de mettre des matériaux qui nous plaisaient, qui nous semblaient chauds, qui nous semblaient voilà, agréables. Alors évidemment mes inspirations elles sont claires, hein, c'est la brique un peu Electric Lady, il y avait un truc comme ça un peu loft new-yorkais. J'avais aussi une véritable attirance pour les matériaux naturels, donc le bois, la pierre. C'est très réussi en tout cas, et j'ai vu que tu as aussi fait un effort sur les lumières. Ouais, ça a été un pari un peu de dernière minute en fait. Au moment où on a ouvert ce studio, parce qu'on en a eu un premier, là vous visitez le Question de son version 2, on a eu un premier rue Saint-Ambroise qui était bien modeste dans des anciens parkings d'une résidence années 70. On s'est rendu compte qu'il y avait à ce moment-là la mode un peu des tournages de vidéos. Je sais pas si tu te souviens, voilà, ça a été un moment où tout le monde voulait faire des live sessions filmées, tout ça, et il y avait eu ce truc magnifique qui s'appelait From the Basement, qui était produit par Nigel Godrich, dont j'étais méga fan. Et je réalisais en fait à quel point le fait de pouvoir accueillir des gens et qu'au milieu d'un album qu'on était en train de faire, de se dire on est capable de dire on prend une après-midi, on fait un petit EPK et tout, je trouvais ça assez cool et c'est vrai que je trouvais que c'était cool aussi là, de mettre des ponts de lumière, ça permettait la modularité. En vrai ça n'a pas changé depuis qu'on a ouvert, mais dans ma tête je m'étais dit ouais au bout de 3 ans j'en aurais marre, je m'achèterais d'autres lumières, je ferais autre chose et j'ai pas fait. Donc à part avoir des ampoules programmables Philips qui n'existaient pas en 2011, Sinon, j'ai pas changé le système de lumière. Le vrai truc qui est arrivé vraiment après coup, alors que c'était dessiné dès le départ, et un choix dès le départ, c'est les portes accordéon qui nous permettent d'isoler la partie du fond. C'est génial ça. Ouais, c'est super, ouais, bien sûr. C'est un système de porte en fait qui encore une fois, que j'avais observé dans plusieurs studios, mais je ne trouvais pas de fabricant compétent à la fois sur la problématique. Attention à la lumière. T'inquiète, ouais, c'est parce qu'elle a un peu baissé, et ça passe. Une porte d'accordéon, tu vois, qui vient se fermer à chaque raccord, ce qui permet vraiment d'avoir les joints en pression. Et du coup, les gens, enfin, tu vois, on pourrait se dire, ah ouais, est-ce qu'il y a une isolation de, je sais pas, 50, 60 dB? Pas du tout. L'isolation, elle est beaucoup plus basse que ça. Elle est autour de 38, 40 dB. Mais c'est 38-40 dB sur une zone de fréquence qui est la fréquence chiante. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu n'as pas envie finalement? C'est des cymbales dans le piano, mais finalement d'avoir un peu... je m'en fous. Donc au final, ça atténue beaucoup plus que 30-40 dB dans les fréquences chiantes. Donc c'est voilà. Et donc en fait, tu peux totalement fermer fermer la pièce du fond. Et ça, c'est quand même une modularité qui, pour nous, elle n'a pas de prix, parce que ça nous permet de faire des configs live tout en isolant les musiciens. Parfois, les gens peuvent peut-être penser qu'on fait ça parce que ça permet d'isoler les musiciens pour pouvoir refaire et tout ça. Et non, parfois, c'est aussi pour le son. Comme on disait, c'est un truc con, mais en fait, maintenant, des musiciens éloignés, on crée de la room, et parfois même presque un délai, plus que de la room. C'est donc quelque chose qu'on n'a pas envie, qui ne sera pas forcément beau. Et pourtant, on a besoin d'avoir cette forme de distance entre les gens. Et c'est ça qu'on essaie d'éviter aussi par ça. Et évidemment, dans l'esthétique des disques que je fais moi, il y a quand même beaucoup de batteries très mates. Et c'est aussi pour ça que j'avais refait cette pièce-là de cette manière-là. Parce qu'en fait, avec la pierre, qui est, contrairement à ce qu'on pense, elle n'est pas si réfléchissante que ça, hein, c'est de la diffraction. D'accord. Donc elle est plutôt absorbante. J'ai quand même rajouté des gros rideaux velours, qu'on appelle du velours sumo, qui est un peu j'imagine, un peu les rideaux qu'il y a dans les théâtres, quoi. Sauf que bon, voilà, nous on les met, ça casse vraiment le son. Et si tu fais ça plus un tapis, là d'un coup la pièce elle t'absorbe et du coup on peut vraiment avoir ce son un peu 70s qu'on affectionne dans beaucoup de styles de musique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours à la mode, malgré que ça fait déjà un moment qu'on en a dans plein de disques. Mais voilà, c'était aussi la possibilité de faire ça. Le fait de pouvoir fermer une pièce, ça permettait d'avoir aussi ces sonorités. Et on parle de batterie, mais à l'inverse, ça pourrait être aussi pour une guitare acoustique ou on fait beaucoup de voix aussi. C'est quoi le piano? On a la chance d'avoir un Fazioli qui a un beau petit piano, c'est déjà un demi. Ça a été un coup de chance parce qu'on ne cherchait pas forcément un Fazioli. C'est une belle occasion qui s'est présentée à nous et on a choisi de faire le pas d'aller vers cette marque, qui est évidemment un peu la seule concurrente finalement de Steinway sur le temps. Après, évidemment, il y a plein de grands pianos dans toutes les marques, hein, mais si on doit un peu rendre grossier le sujet, c'est un peu la guéguerre Fazioli Steinway, quoi. Puis bon, on se dit, allez, Herbie Hancock, il est chez Fazioli, donc on était contents, ça nous a fait un truc. Bien sûr. En fait, on est hyper contents. C'est que le piano, il est pas si grand que ça, hein, il fait un peu moins de 2 mètres, et pourtant, il y a une image stéréo énorme dedans. Le bas est magnifique, et je trouve qu'en termes
de place, il correspondait à notre lieu. Donc en fait, on D'accord. était assez contents. Moi, je suis pas pianiste à la base, donc c'est quelque chose que, tu vois, qui pourrait être amené un jour à changer. Je pense que je suis à même de juger une bonne guitare, une bonne basse. Je suis incapable de juger un bon piano, parce que là, ça nécessite d'avoir et encore plus quand c'est des pianos de ce genre-là. Comment tu fais les prises de son généralement là? Je vois qu'il y a un micro qui est Ouais, posé. on l'a mis pour illustrer, mais avec le capot, en vrai, c'est une bonne question. Tu vois, en vrai, moi, j'enregistre jamais un piano avec le capot. Je D'accord. déteste les réflexions du capot. Je trouve Mhm. que c'est toujours difficile à gérer. Je trouve que ça ramène beaucoup de d'aigus que j'aime pas. J'enlève le capot pour le mettre ailleurs, carrément, on le range dans le bureau. Et par contre, voilà, à pas forcément la bonne hauteur, mais j'aime bien avoir un piano. Alors là, on a un micro stéréo, qui est en plus un très beau micro stéréo, qui est un SM69 à lampe. Ouais. Pareil, si je dois rendre un peu le truc bateau, on va dire que c'est un peu un double 367, parce que ça serait des capsules de 67, mais Ouais. avec des tubes qu'on appelle des AC701, qui étaient les tubes beaucoup utilisés dans les M49, KM56, KM54. Et pour des raisons, en France, on a eu des micros qui étaient commandés par l'ORTF avec tous les micros avaient ce tube-là parce qu'ils voulaient avoir la même alim pour tous leurs micros, ce qui rendait un peu simplifié. Donc il y a eu des 367 en France. Donc c'est un micro stéréo où on peut bouger les capsules sur un axe de 120 degrés l'une par rapport à l'autre, ce qui te permet de faire un prise XY sans phase. Ça te permet de faire aussi du MS sans problème, parce que du coup, côté alim, il y a un boîtier où tu peux choisir la polarité des deux capsules. Donc c'est un micro vraiment exceptionnel qui a un super son. Et c'est vrai que on peut affectionner de faire une prise, tu vois, un peu là au-dessus pas vraiment au-dessus des marteaux, mais un tout petit peu après les étouffoirs, où tu as une très belle image stéréo. Alors c'est un peu pour des pianos un peu modernes, tu vois, genre un peu Alicia Keys ou les trucs comme ça, où tu entends quand même la frappe. Voilà, c'est pas forcément pour un piano classique, mais c'est super de faire ça comme ça. Je ferai ça, mais sans le capot. Ouais. D'accord. Tu le vois pas, mais sous le piano, on a un mécanisme je crois qu'ils appellent ça un damp chaser, qui est quelque chose qui régule le taux d'humidité du piano. Tu vois, donc c'est un truc aussi, pareil, c'est des petits investissements, mais quand tu as un piano de cette qualité-là, finalement, c'est pas si dingue de faire ce genre d'investissement, et ça te permet d'avoir un piano qui, du coup, bouge pas trop. Et tu vois, nous, je sais pas, il peut se passer parfois 2 semaines entre les accordages. On accorde le piano à chaque début de session. Sur un album qui serait même très pianistique, on ferait quasiment un accordage tous les jours. Et donc du coup, l'accordeur, quand il vient, il va pas reprendre l'accordage dans les profondeurs. C'est-à-dire, il va vraiment harmoniser, faire attention, mais il est pas là en train de remonter, tu vois, de je sais pas combien d'hertz le tuning, quoi. C'est D'accord. important. On a une belle collection d'instruments. Honnêtement, on n'est vraiment pas à plaindre. On a la chance que dans les partenaires qu'on est, parce qu'au studio, il n'y a pas que moi. Il y a mon associé Fred, qu'on croisera tout à l'heure dans l'Atmos. Et on a eu un partenaire par le passé qui s'appelle Michael Ranjard. On parlera peut-être de lui tout à l'heure, parce que on a créé un moment un studio de mastering qu'on avait appelé QDS Mastering. Mika est toujours un super ingé son, mais il a été ingé son en studio. Il a eu la chance de connaître, lui, je pense, un peu plus la fin des années 90, et donc un peu plus de folie et d'argent. Et il avait bien pété les plombs. Il s'était fait une très belle collection de guitares qui a été ici à disposition depuis tout ce temps. Donc la J200 est à lui, par exemple. La short scale est à Fred. Voilà. Donc on a un peu mutualisé tous notre backline, nos instruments, puis aussi les craquages qu'on a fait, parce qu'on reste collectionneur aussi. Parfois on est déraisonnable, clairement. Ouais. C'est pas un peu dur ça, justement, quand tu montes ton studio comme tu l'as fait, le côté la rentabilité, quoi, finalement, c'est vrai que... Ça fait longtemps qu'on pense pas à ça comme ça. C'est-à-dire qu'en vrai, le matos, on l'a toujours considéré comme étant quelque chose en dehors du business plan. Mais c'est personnel, quoi. C'est personnel. Déjà, on les achète à titre perso. C'est-à-dire que ces instruments n'appartiennent pas à la société. Ils appartiennent respectivement. Si un jour on se sépare, on se serre la main, chacun récupère son matos, parce que c'est notre truc. Et c'est ce truc aussi que demain, tu montes une boîte d'informatique. Tu achètes 30 postes d'informatique, mais le jour où tu les as achetés, tu as déjà perdu de l'argent en achetant 30 PC, tu vois. Nous, on a fini par acheter la Ludwig qui va bien des années 70. Bon, là, c'est un mélange parce que j'ai mélangé 2 kits, mais il y a 60 et 70. Tu vois, la short scale Mustang. Et en fait, tu capitalises d'une certaine manière sur ces trucs-là. Je dis pas que tu vas gagner de l'argent, mais sur certains, tu n'en perdras pas du tout. Donc, au final, de les avoir achetés, ça t'a permis de faire de la musique, ça t'a permis de travailler, ça t'a permis de valoriser ton boulot. Et un jour, si t'en as marre ou si t'as besoin de thunes, tu t'en sépares. Franchement, tu c'est vois. vrai que oui, on a de la chance, c'est que les instruments de musique, effectivement, perdent. Quoi. En tout cas, les bons instruments perdent bien sûr. peu. C'est pour ça que c'est important, je trouve, de bien acheter. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter que du vintage. Il y a des choses neuves qu'il faut acheter, parce que tout ce qu'on achète neuf deviendra un jour le vintage. Il suffit juste de bien acheter. Je pense qu'il ne faut pas acheter trop de conneries. Après, il y a la question de la maintenance de certains matos. Alors, je vois le Space Echo là derrière, par hasard. Ouais. Là maintenant, c'est un vrai sujet. Ça a été dès le départ un truc qui nous a peut-être rendu nous un peu autonomes. C'est que Fred et moi, donc Fred, mon associé, on a tous les deux, je pense, les capacités de réparer une grande partie des choses ici. Alors,
le hasard fait qu'on a fait exactement les mêmes études. On a fait un bac techno orienté sur l'électronique, la mécanique et tout ça. Avant finalement de tout arrêter pour faire une école de son. Peut-être, je pense que ces bases-là nous ont permis de se dire, allez, on est capable d'ouvrir une bécane, de mettre les doigts dedans, de mettre un multimètre. Et voilà. Et aujourd'hui, évidemment, je fais appel à plein de maintenanciers que je salue parce qu'ils sont peu maintenant à être disponibles et bons. Certains sont même vieillissants, on va pas se mentir. Et par exemple, le Hammond qu'on voit, qui est magnifique, qui a été un enchaînement de catastrophes et de plein de choses. Aujourd'hui, il est dans cet état-là parce qu'on a trouvé la bonne personne. C'est un peu une usine à gaz et en même temps, c'est finalement très simple. C'est ce qui est rigolo. Ah oui. C'est un gros moteur qui fait tourner un cylindre et D'accord. ce cylindre en fait génère des fréquences. Ouais. C'est vraiment des sine waves Ça, classiques. j'ai jamais ouvert. Malheureusement, il y a beaucoup de vis pour que je te l'ouvre, Non, mais je te l'aurais je fait avec demande pas plaisir d'ouvrir, hein. parce qu'en fait, une grande partie des modifs, on les a fait nous-mêmes et j'ai appris pas mal de choses du coup sur l'orgue. Et je suis ravi d'avoir un bel orgue au studio. Et voilà, mais effectivement, tu vois, par exemple, pour te donner l'exemple, ce maintenancier, voilà, c'est quelqu'un qui nous a peut-être jamais vraiment facturé le travail réalisé. Mais pourquoi? Parce qu'au finalement, lui, il est content de venir dans un studio d'enregistrement aujourd'hui, de se dire, il fait un orgue, il marche, il a utilisé, ça va dans des disques. En fait, il préfère presque le faire ici que de le faire pour un mec qui va être bougon et qui va lui dire oula tu m'as pas remis la vis noire. Voilà, nous on n'est pas là-dessus, on est un peu comme pour parler de guitare, on aime les guitar players, on n'est pas là pour regarder des guitares en se disant tiens le vernis il a pas bougé, je m'en fous, je veux que ça La sonne. finalité, c'est de faire de la musique et du Et son, voilà, quoi. exactement. Moi, je veux que ça sonne, et voilà. Mais en tout cas, si ça sonne et que c'est beau, c'est encore mieux. Et alors, allons dans la régie. Et effectivement, voilà, quelques amplis, Allez, quelques... je sais que les gens aiment ça. Chaque chose a une histoire, parce que ça, je l'ai racheté, le Bandmaster, je l'ai racheté à un groupe de punk, quand vous voulez plus du tout, ils ont encore leur sticker. Tu vois, ils avaient enlevé le Tolex. Ah ouais. Et je l'ai jamais remis en cause, en fait. Je me suis dit, allez, je le garde Ouais, comme il comme est, ça. et il est top. J'adore le son de ce Bandmaster. Et le Princeton. Le Princeton, alors celui-là, il a une histoire folle. Il appartenait au guitariste du groupe d'enfance de Fred. Ils ont été un peu foufous à l'époque, les jeunes. Bon, déjà, ils l'ont pas en rouge. Ça, c'est un peu un sacrilège, mais on l'aime. Ils ont défoncé l'ampli, qui était en fait un Princeton de 10. Et ils ont mis un baff Mesa Boogie de 12 dedans. Et en vrai, c'est notre meilleur ampli. C'est vrai. Voilà, tout le monde qui vient au studio me fait tu me mettras le rouge. Hein. En fait, je suis là demain, tu me mets le rouge. Voilà. Donc, bizarrement, c'est un Frankenstein, mais il défonce. Voilà. Donc, Donc même si tu changes de haut-parleur, ça reste le meilleur ampli en fait. Exactement. de Mais peut-être en qu'il avait besoin de ça. Il avait Ouais. besoin qu'on lui mette un 12 et qu'il encaisse, et puis du coup, ça défonce. Voilà. C'est vrai que c'est un peu la légende de ce petit ampli. C'est genre, ouais, il est petit, mais c'est le meilleur pour enregistrer.